Bonjour à tout le monde, en présentiel, comme on dit maintenant, mais aussi en ligne. Bienvenue donc dans une des tables rondes du mois du genre, qui est organisée avec l'axe 2 de la SFR, la structure fédérative de recherche, qui est hébergée ici dans la Maison de la Recherche, qui s'appelle Changement social, genre, discrimination et inégalité. Alors aujourd'hui, ce qu'on a eu envie de discuter, c'est la question des personnes intersexes en invitant 2 personnes avec 2 casquettes différentes en quelque sorte pour débattre de tout cela dans une table ronde, qui va leur permettre donc, d'alterner les présentations et qui vous donnera bien sûr l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez, à la fin. Avec un impératif qui est que nos 2 intervenantes doivent impérativement avoir quitté ces lieux à 17h45 parce qu'elles sont victimes de leur succès et elles doivent filer à tour pour une autre, intervention. Donc, je vais commencer par vous présenter et commencer par ma voisine, qui est donc Michal Ras, qui est sociologue, actuellement en post-doctorat à Aix-Marseille Université, et qui a écrit une thèse, soutenue il y a quelques années maintenant, sur les pratiques médicales françaises autour de cette notion d'intersexuation, et ce depuis les années 1950. Et ça a donné lieu à donc, un certain nombre de publications, dont une publication à plusieurs mains, qui se trouve donc ici devant vous, qui s'appelle donc Intersexe, du pouvoir médical à l'autodétermination, qui est aussi le titre de cette table ronde, qui a été écrit en collaboration avec Loé Petit. Loé Petit, qui est actuellement doctorant à Paris 8 et qui est aussi donc coordinatrice, voire peut-être cofondatrice, on n'a pas toutes les informations, du CIA, le collectif Intersect activiste, qui va nous être présenté tout à l'heure. Donc une première présentation autour d'un angle peut-être plus sociologique. Et puis notre deuxième intervenante, j'oubliais que à la fois Michal et Loé sont membres du réseau de recherche francophone sur l'intersexuation qui s'appelle le REFRI, et qui peut être un lieu de ressources pour les personnes étudiantes qui souhaiteraient notamment faire des recherches autour de ces questions de l'intersexuation. REFRI, réseau de recherche francophone sur l'intersexuation. Donc notre deuxième intervenante est Caroline Giraud, qui est militante intersexe et membre de ce collectif intersexe activiste. Donc on va prendre le temps pendant environ 50 minutes de discuter ensemble de ce livre, de ce projet, de collaboration aussi. Et je vais peut-être commencer par une question à Caroline, qui est une question de définition. Justement, qu'est-ce que l'intersexuation? Alors, l'intersexuation, généralement, la première définition qu'on en donne, c'est celle de l'ONU, qui décrit l'intersexuation d'un point de vue biologique avant tout. Donc, selon l'ONU, les personnes intersexes naissent avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas totalement aux définitions traditionnelles du féminin et du masculin. Donc ça veut dire que les personnes intersexes, elles ont des caractéristiques biologiques innées, des variations anatomiques qui font que leur corps sera considéré, et notamment par la médecine, comme ni strictement mâle ou ni strictement femelle. Je préciserai aussi que le terme intersexe, il s'emploie pour décrire une très large gamme de variations naturelles du corps qui peuvent se développer à tout moment de la vie. Donc, ce n'est pas uniquement à la naissance. Et ces variations, elles peuvent être de divers ordres, par exemple chromosomiques, hormonales, génitales, gonadiques. Donc les gonades, ce sont les testicules et les ovaires, ou en cas de gonades mixtes, les ovotestis. Que pourrais-je dire d'autre? Oui, ce sont des variations qui peuvent être externes ou internes. Donc, ça veut dire que pour certains cas, ça ne se voit pas du tout. Elles peuvent concerner les caractères sexuels secondaires également, donc par exemple la pilosité faciale. Donc les corps intersexes sont vraiment très variés. On comptabilise à peu près une quarantaine de variations qui sont reconnues, mais à tout cela vont s'ajouter toutes celles qui ne sont pas répertoriées et puis les personnes qui vont développer des traits intersexes mais sans variation spécifique.
Donc voilà pour la partie, la définition biologique, je dirais. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on s'intéresse également à l'approche sociale. Elle est beaucoup plus présente et pour ce qui la concerne, je citerai Yannick Bastien-Charlebois, qui est professeur intersexe de biologie et défenseur des droits des personnes intersexes. Et elle propose la définition suivante. Les personnes intersexes sont celles qui subissent une invalidation médicale, voire sociale, de leur corps sexué. Donc, finalement, l'intersexuation, c'est le fait d'avoir des caractères sexuels atypiques et de subir une invalidation, une répression de nos corps par la médecine et je dirais plus largement par l'ensemble de la société. Donc, c'est-à-dire là, dans cette définition, que c'est davantage le vécu qui est mis en avant. Sachant que cette invalidation, elle va se manifester par des types de violences qui sont extrêmement variés. Ça peut aller, alors je mets des trigger warnings parce qu'on va parler parfois de choses qui peuvent faire violence. On va parler de mutilation. Donc ces violences sont variées, elles peuvent aller des mutilations génitales aux traitements hormonaux forcés, traitements en tout genre, en passant par des examens invasifs. Et il y a aussi, ce qui peut être très violent, tout un discours médical extrêmement déshumanisant et pathologisant, je dirais violent, autour de nos corps. Donc, être une personne intersexe, c'est subir des pratiques répressives et invalidantes, quelles qu'elles soient, en rapport avec nos caractéristiques sexuelles atypiques. Et puis, avant de poursuivre, je voulais apporter quelques précisions sémantiques pour savoir comment parler d'intersexuation. Et il y a ce terme qui revient très souvent, qui est hermaphrodite. Alors, c'est un terme qui était utilisé auparavant pour désigner les personnes intersexes, mais c'est un mot qui est très daté, qui est erroné et qui peut être insultant. Il y a certains militants intersexes qui l'utilisent comme retournement de stigmate, donc ça leur appartient, mais il faut garder en mémoire que les personnes intersexes, elles ne sont pas mi-homme, mi-femme, et en aucun cas, elles ont un appareil reproductif féminin cumulé à un appareil reproductif masculin qui pourrait, comme pourrait laisser croire le terme hermaphrodite, procréer seul. Voilà. Donc, hermaphrodite est un mot à proscrire pour décrire les personnes intersexes. C'est juste finalement des corps qui n'alignent pas tous les critères du féminin ou du masculin selon les normes très arbitraires de la binarité sexuelle. On ne parle pas non plus d'intersexualité, mais bien d'intersexuation parce qu'il ne s'agit pas d'une orientation sexuelle. De même, l'intersexuation, ça ne concerne pas l'identité de genre. Donc, les personnes intersexes n'ont rien à voir avec les personnes non binaires. Je ne sais pas trop quel public on a en face. Je ne sais pas si ça paraît logique ce que je dis, mais je préfère le préciser. Donc là, il ne faut pas confondre orientation sexuelle, caractéristiques sexuelles et identité de genre. Donc, il y a des personnes intersexes qui sont cisgenres, donc qui se reconnaissent dans le genre qui est assigné à la naissance. Il y a des personnes intersexes qui sont transgenres. De même que les personnes intersexes peuvent avoir des orientations sexuelles très variées. Voilà. Et je dirais que parler d'intersexualité au lieu de parler d'intersexuation, ce serait comme de parler de transsexualité pour les personnes transgenres. Donc c'est erroné, c'est désuet et surtout ça peut être blessant pour les personnes concernées. Que préciser d'autre? Oui, le intersexe, c'est le I de LGBTQIA+, ça je ne l'avais pas précisé. Et on désigne par diadique les personnes qui sont non intersexes. Peut-être qu'on pourrait regarder la vidéo. Oui. Simplement, avant cette vidéo, quelques chiffres, parce qu'on nous demande souvent combien de personnes sont concernées. On considère que l'intersexuation concerne entre 1,7 et 4% de la population totale. Donc, le chiffre 1,7, c'est celui qui est repris par l'ONU, mais c'est probablement un chiffre en moyenne basse, parce qu'il ne concerne que les variations de l'enfance et qui sont répertoriées. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles sont intersexes.
notamment parce que les médecins ne vont pas utiliser ce mot, les médecins vont utiliser des termes pathologisants, des noms de syndromes. Donc, il y a des personnes qui découvrent leur intersexuation totalement par hasard, et il y en a même qui ne le découvriront jamais. Donc tu vas nous montrer une vidéo, donc c'est Anne-Laure Guillaumat qui va se charger de la vidéo. Donc j'en profite pour remercier, Anne-Laure, donc qui est en charge de l'organisation, d'une partie du mois du genre, pas elle seule, mais qui fait quand même beaucoup. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots sur la vidéo avant ou si on la lance et tu Alors la vidéo, c'est une vidéo de Misha, qui est militant intersexe et membre du collectif Intersexe Activiste. Et si on voulait vous la montrer aujourd'hui, c'est parce qu'elle reprend les notions de base, que j'évoquais, mais s'y ajoute des témoignages, et des exemples de violences, vécues par des personnes intersexes. Donc je remets un trigger warning pour les personnes sensibles. Misha parle de choses parfois très difficiles. Comme beaucoup de personnes intersexes, j'ai vécu des violences médicales. J'ai vécu des choses très très graves dans certains hôpitaux, des choses qui relèvent aujourd'hui de la torture. C'est pas moi qui l'invente, ça a été désigné comme tel. Et je suis pas le seul à vivre ça. On est des milliers en France. Une personne intersexe, c'est une personne qui a des caractères sexuels qui ne correspondent pas tout à fait aux définitions traditionnelles du sexe masculin ou du sexe féminin. Notre corps a des variations innées, spécifiques, qui font qu'on ne colle pas tout à fait à l'image d'un homme ou d'une femme. C'est ce qu'on appelait avant les personnes hermaphrodites, mais c'est un terme qui est totalement obsolète aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui confondent intersexe et non-binaire ou intersexe et personnes trans. Or, ça n'a rien à voir puisque la transidentité, la non-binarité, tout ça, ça concerne l'identité de genre, alors que les personnes intersexes, c'est juste des personnes qui ont un corps, une anatomie qui évolue un petit peu en dehors des normes sexuées. Il y a une autre idée reçue, c'est que ça concerne exclusivement la formation des organes génitaux, comme quoi on serait des créatures un peu mi-homme, mi-femme, ou qui ont des organes génitaux mixtes ou ambigus. Or, les variations intersexes, en fait, elles sont très diverses. Ça peut concerner les gonades, ça peut concerner les chromosomes, ça peut concerner les taux hormonaux. C'est pas forcément visible à la naissance, ça peut se révéler dans l'enfance, voire même plus rarement à l'âge adulte. Les gonades, en gros, c'est les ovaires ou les testicules. On considère aujourd'hui, d'après les études les plus récentes, qu'1,7% de la population serait intersexe, en considérant donc toutes les variations possibles. On ne parle pas de malformation, on ne parle pas de maladie, on ne parle pas de difformité, parce que dans l'immense majorité, les variations intersexes ne sont pas néfastes pour la santé. Ce sont de simples variations naturelles du vivant qui existent chez énormément d'espèces animales. Il faut savoir que la médecine n'emploie pas le mot intersexe ni intersexué. Moi, j'ai découvert que j'étais intersexe à travers un documentaire que ma mère m'a fait voir quand j'étais ado. C'est un peu comme ça que j'ai découvert le mot intersexe et que j'ai pu enfin comprendre que j'étais une personne intersexe et non pas, comme les médecins m'avaient fait croire, une personne qui avait une malformation rarissime, voire carrément unique, et que j'étais malade. Comme beaucoup de personnes intersexes, j'ai vécu des violences médicales. La médecine considère quand même que nos corps sont une aberration et qu'il faut absolument les corriger. C'est-à-dire que selon l'institution médicale, la société entière, mais particulièrement l'institution médicale, le sexe est une totale binarité. Il y a les hommes d'un côté avec leurs caractéristiques et les femmes de l'autre côté avec les caractéristiques inverses. Sauf qu'on sait aujourd'hui que c'est tout un curseur entre les deux et les personnes intersexes évoluent à peu près sur ce curseur. Notre corps très vite est observé, est commenté, est touché et également mutilé. L'ONU a quand même qualifié ces mutilations de torture. Des enfants vont subir des opérations mutilantes, parfois tout au long de leur vie, qui sont non seulement inutiles, mais en plus, ces opérations et ces traitements vont avoir des répercussions extrêmement lourdes, que ce soit sur la santé physique et mentale. On va avoir des problèmes moteurs, des handicaps, des infections, des douleurs chroniques. Et sur la santé mentale, on va avoir bien souvent un énorme stress post-traumatique, en plus d'une certaine vulnérabilité aux violences sexuelles, par exemple, puisqu'on a l'habitude que notre corps soit, comme je l'ai dit, commenté, observé, touché, photographié. On nous dit de nous taire, de nous cacher. On nous fait croire qu'on est très rare dans le monde, qu'on n'aura jamais une vie heureuse si on reste en l'état. C'est vrai que les mutilations sur les enfants intersexes est notre urgence aujourd'hui, mais il y a d'autres pratiques qui sont tout aussi désastreuses sur les enfants. On parle beaucoup des examens aussi, des traitements hormonaux qui peuvent être difficiles, en sachant qu'on nous explique très peu ce qui se passe. On nous dit juste qu'on est malade, on ne sait pas bien pourquoi. On comprend qu'on est un secret, qu'il faut le garder pour nous, qu'il faut se taire et se cacher. On vit dans le tabou. Dans nos livres de biologie, on n'est jamais représenté. On n'existe pas. Les personnes intersexes sont tellement traumatisées parce qu'elles ont vécu dans le milieu médical qu'elles vont parfois refuser d'avoir accès aux soins, par exemple.
vont tout faire pour éviter d'aller à l'hôpital. Et on sait aujourd'hui que les équipes médicales en charge font pression sur les parents, voire mentent pour que les parents donnent leur consentement, qui n'est donc pas éclairé. Toutes les personnes ne se reconnaissent pas dans la réalité intersexe parce que la médecine, comme je l'ai dit, n'utilise pas le mot intersexe. Ils vont utiliser soit le terme de désordre du développement sexuel, par exemple, ou vont nommer des syndromes en fonction des variations. J'ai vécu des traitements hormonaux qui ne se sont pas toujours très bien passés, c'est-à-dire que j'ai eu des surdosages, j'ai eu des effets secondaires très lourds, ce qui fait que j'ai carrément arrêté d'en prendre. Et il y a beaucoup de personnes qui se permettent des questions qui ne se poseraient pas avec le commun des mortels, qui concernent notre anatomie, notre intimité, nos relations sexuelles. Enfin, j'ai eu un rapport à mon corps très compliqué, un rapport à mon consentement très compliqué. J'ai fait beaucoup de bêtises avec mon corps. J'ai connu le trafic sexuel assez tôt, la drogue aussi. J'ai cherché par tous les moyens à abîmer mon corps et surtout je voyais mon corps comme quelque chose de très dissocié de moi, ce qui me rendait très vulnérable aux personnes mal intentionnées, notamment par exemple aux pédocriminels. Ça m'a fait vivre des choses que peut-être si j'avais pas vécu le traitement que j'ai vécu en tant qu'enfant intersexe, je n'aurais pas vécu. Je veux dire aux parents qui ont des enfants intersexes qu'ils ont le droit de dire non, que les médecins peuvent faire pression. Rapprochez-vous des associations intersexes. On peut attendre qu'un enfant ait envie d'un traitement hormonal ou d'une opération. Il donnera son consentement quand il sera prêt. Un bébé ne peut pas donner son consentement. Un très petit enfant ne peut pas donner son consentement. Il existe aujourd'hui un site et une pétition qui s'appelle Stop Mutilation Intersexe que vous pouvez trouver facilement. Le traitement des enfants intersexes aujourd'hui est un véritable scandale sanitaire et social. Il y a urgence. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut, on peut passer maintenant à ce livre, à ce projet de livre. Et Miral, tu peux en dire quelques mots, nous expliquer voilà, quelle est l'intention, cette collaboration, etc. D'abord, je voulais remercier les organisatrices de l'événement de nous avoir invités. Merci aussi à tout le monde, toutes les personnes qui sont là dans la salle et puis en ligne de nous suivre. Bon, difficile aussi d'enchaîner après tout ça, mais en fait, de cette introduction, c'était voilà, poser déjà, vous avez déjà un peu tous les éléments que là, je vais prendre plus de temps de développer, comment on en est arrivé là. Mais il y a déjà un concentré de beaucoup de choses. Et en effet, la question de départ peut être déjà de savoir pourquoi on en est là aujourd'hui et encore aujourd'hui. Comment voilà, les personnes concernées se sont mobilisées depuis quelques dizaines d'années et pour quelles raisons. Et donc, pour le comprendre, voilà, moi, j'ai fait un travail aussi historique et socio-historique. Et le projet de ce livre, c'est pas exactement mon travail de recherche de thèse, mais il s'en inspire en partie. C'était un projet de livre où, en fait, cette maison d'édition, donc le Cavalier Bleu, a souhaité éditer un essai sciences sociales, mais pas purement académique, mais aussi accessible à un public plus large sur la question de l'intersexuation, puisque en réalité, il n'existait pas d'ouvrage voilà, de ce type en langue française. Donc, il y a eu quelques livres, donc c'était soit du point de vue uniquement très historique et pas contemporain, soit uniquement des interviews ou, de journalistes, mais voilà, c'est le premier livre sur le sujet qui fait un peu le point et la synthèse de différents aspects historiques du vécu des personnes intersexes, de leur mobilisation et du droit aussi international et local. Et donc, évidemment, ça m'a paru important, en fait, d'écrire ce livre qui n'existait pas pour pouvoir visibiliser le sujet, en parler et puis évidemment le faire. Évidemment, en tout cas, c'était évident pour moi de travailler aussi en collaboration avec des personnes concernées, avec qui, en fait, dans le cadre de la recherche, on a créé donc ce réseau REFRI avec Loé et qu'on travaille ensemble avec d'autres personnes chercheuses
intersexes ou non, pour en fait renforcer, encourager la recherche sur ces sujets-là et visibiliser. C'était un peu en amont sur le projet, donc il se posait la question de comment aussi le construire, ce livre, et évidemment, tout ne peut pas y être, enfin, tout n'y est pas, mais l'idée, c'est de partir à la fois des questions, de partir de l'histoire, donc les 2 premiers chapitres, et ensuite, je vais vous dérouler un petit peu, mais pas de façon hyper voilà, scolaire, ce qu'il y a dedans et les points qui me paraissent les plus importants. Et en effet, c'est de comprendre, je pense que là, après aussi cette introduction, ce qu'on peut se demander, c'est en fait, comment se fait-il que la médecine, à un moment donné, s'est octroyé le droit et l'autorité en fait de décider pour le corps des bébés, des enfants, des adolescents, des personnes à leur place, d'intervenir chirurgicalement, pardon, ou par des hormones sur des personnes intersexes sans évidemment leur consentement, sans leur demander leur avis. Comment se fait-il que ça s'est passé et que ça se passe encore aujourd'hui dans les hôpitaux en France et ailleurs, et qu'il y a à la fois voilà, qu'on autorise quelque part, en fait la société autorise la médecine à le faire, et surtout ça passe par une grande invisibilisation, tout un processus d'invisibilisation et d'effacement en fait de l'existence même de l'intersexuation qui s'est mis en place avec le renforcement de ces pratiques médicales, ce qui fait qu'en fait elles ont, la plupart des personnes, je ne sais pas aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres, mais en tout cas, déjà quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'était il y a 15 ans à peu près, et que je devais raconter voilà, sur quoi je travaillais, sur quoi je faisais mon mémoire, ma thèse ensuite. Personne ne connaissait presque ce qu'était l'intersexuation, en tout cas le terme et en effet la réalité aujourd'hui. Et petit à petit, il y a eu quand même tout un processus de visibilisation et de mobilisation. Et heureusement, sur le plan international, mais aussi national en France, avec notamment le CIA. Et donc, comment comprendre, enfin, je pense que c'est important de comprendre que pour les médecins, c'est devenu une évidence, en fait, que les personnes intersexes appartiennent à une catégorie pathologisée, des anomalies, des malformations, entre guillemets, etc. Comme c'était dit, c'est devenu une évidence qu'il fallait intervenir et assez rapidement, et que ce n'était pas une question sociale, mais que c'était uniquement une question médicale. Heureusement, maintenant, on commence à en parler pour dire qu'en fait, c'est une question sociale. Mais ça, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été. Comment on en est arrivé là? C'est que, en fait, voilà, l'intersexuation et les personnes intersexes ont toujours existé, évidemment. Comme rappelait Caroline, on n'utilisait pas forcément le terme intersexe, et la catégorie même a bougé. Voilà, on peut en discuter, mais comment on le définit, comment les gens se définissaient, etc. Mais en tout cas, les personnes voilà, qui avaient des caractéristiques sexuelles atypiques ont toujours existé, et il y a pu y avoir, voilà, on n'a pas assez de recherches, mais il y a des recherches qui permettent de montrer comment elles ont été soit bien ou mal reçues dans certaines sociétés, selon l'époque, la culture, le contexte social, etc., la famille, le contexte familial, etc., dans une forme de régulation sociale, des catégories, des corps et des normes qui pouvaient varier. Mais ce n'était pas proprement dit uniquement une question médicale, en tout cas les scientifiques s'y intéressent depuis un moment, mais ce n'était pas forcément, ils n'avaient pas le droit de dire voilà comment qu'il fallait traiter ces personnes, les médicaliser, intervenir sur leur corps. Donc faire un peu cette généalogie, remonter dans l'histoire pour montrer qu'il y a quelques travaux qui montrent l'existence des personnes intersexes appelées souvent hermaphrodites, notamment voilà, depuis
quelques siècles, et puis avec des nouvelles nomenclatures et catégories au XIXe siècle qui, de manière scientifique, catégorisaient les personnes intersexes en pseudo-hermaphrodites, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée qu'il n'y aurait pas les vrais hermaphrodites. Donc, je maintiens toujours les guillemets, comme dit Caroline, c'est un terme aujourd'hui est pathologisant, mais que du coup, il s'agissait toujours de trouver quel est le vrai sexe de ces personnes, et qu'en fait, il suffirait de mener des examens suffisamment poussés pour choisir, voir, regarder, observer le vrai sexe et assigner ensuite la personne pour son sexe le plus adapté. Pour ne pas trop, on va dire, bousculer les normes sociales, familiales et l'identité des personnes elles-mêmes. C'est donc un point aussi important dans le livre, c'est qu'il y a ce point de vue médical et scientifique très surplombant et très, très altérisant. Et il était question, moi, à la fois moi, dans la construction de ce livre, donc, et dans la discussion très riche qu'on a pu avoir avec Loé, de comment aussi incarner en fait cette histoire, parce qu'on a très peu de traces en fait de personnes intersexes elles-mêmes, de leur vie, de comment elles ont vécu, voilà, de leur expérience. Mais il y en a quelques-unes. Donc comment aussi, enfin, là je parle de l'histoire plus ancienne, donc plus récemment on a beaucoup de récits, de témoignages, mais comment aussi mettre en avant le point de vue des personnes elles-mêmes qui ont été tellement objectivées et enfin, l'objet en fait de discussions, d'examens médicaux, scientifiques. Donc, on a choisi de mettre en fait au début de chaque chapitre un témoignage, un récit à la première personne d'une personne intersexe dans différentes périodes et qui raconte donc des parcours, des récits, des expériences variées pour aussi rappeler à chaque fois qu'en fait, ces objets médicaux en fait ont aussi des vies, des désirs, des envies, des vécus plus ou moins, avec plus ou moins de violence médicale, mais aussi d'autres aspects de leur vie et que c'était important de mettre en avant. Et donc, pour revenir à cette histoire un peu plus ancienne de médicalisation ou non, donc, les médecins, les scientifiques qui essayaient qui trouvaient que c'était un objet de curiosité, on va dire, médicale, biologique, il y avait aussi donc ce récit il y a un extrait dans le livre du récit de Abel Herculine Barbin, qui est donc, peut-être vous avez entendu parler, c'est une personne donc intersexe qui a vécu au XIXe siècle et qui a écrit ses mémoires qui nous sont parvenues par miracle peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas heureusement parce qu'on sait qu'on a très peu, comme j'ai dit, d'écrits, de traces. Et cette personne, donc, je vous recommande vraiment la lecture de ses mémoires, absolument passionnant. En tout cas, on réalise que ce n'était pas du tout une période où en fait, cette personne n'a pas subi à la naissance ou dans l'enfance une médicalisation, une prise en charge, des interventions médicales. Il s'agissait, il n'y avait pas de dispositif à proprement dit en fait de médicalisation. Et donc, des personnes pouvaient vivre de manière différente en fonction de leur aussi choix d'identité de genre ou pas. Enfin, c'est pas forcément lié à ça, mais en tout cas, certaines personnes intersexes aussi pouvaient faire l'objet, donc soit de curiosité malsaine, on va dire, être exposées comme des sortes de bêtes de foire dans des cirques humains, etc. Donc, encore une fois, altérisation, objectivation, mais aussi pouvait témoigner d'une sorte de capacité d'agir et de retournement du stigmate, comme aussi, j'en parle dans le livre, celle qu'on appelait la femme à barbe, qui s'est en fait désignée femme à barbe et qui a ouvert des cafés qui s'appelaient le café de la femme à barbe, qui a créé des cartes postales qui étaient en fait une sorte de lieu un peu touristique vers lequel les personnes allaient pour la rencontrer, etc., qui vivaient en fait sa vie sans être non plus tellement l'objet
d'intervention médicale. Ce qui se passe au XXe siècle, c'est qu'il y a une médicalisation de plus en plus grande de façon générale en fait de la société, notamment autour de l'accouchement, de l'enfance. Donc, on va normaliser les corps, on va trouver qu'il faut observer et quelque part en fait veiller à ce que les corps dès la naissance, voire avant maintenant, correspondent à certaines normes et que de plus en plus on va avoir des outils de biomédecine à la fois pour regarder donc les chromosomes, les gènes, les hormones, tout ça, ça se développe au XXe siècle, les organes internes, les échographies, etc. Tout ça, ce sont des techniques qu'après les médecins se sont en fait accaparés de ces techniques pour dire que du coup, ils vont investiguer et qu'il faut de plus en plus tôt en fait détecter l'intersexuation et aussi intervenir. Donc, c'est aussi des techniques qu'ils ont développées pour normaliser chirurgicalement. Donc, les opérations, les chirurgies, c'est aussi quelque chose en fait assez récent. Et les interventions par des hormones. Voilà. Donc, c'est notamment à partir des années 50 qu'un nouveau paradigme, on appelle ça le paradigme Johns Hopkins, au nom de l'hôpital aux États-Unis, Johns Hopkins, donc, des médecins et un psychologue qui s'appelle John Money. En fait, ils ont mis en place une sorte de protocole. Donc, ils avaient beaucoup de patients intersexes et aussi des personnes trans qui venaient dans cet hôpital spécialisé en pédiatrie. Et ils ont mis vraiment en place cette idée qu'il faudrait détecter, regarder de plus en plus tôt et s'il y a des enfants intersexes, de décider de plus en plus tôt leur assigner un genre et que ce genre soit définitif et qu'en fait c'est à la médecine d'intervenir pour que en fait, ce genre qui choisit corresponde au mieux aux organes génitaux externes notamment. Et pourquoi en fait, il y a cette idée. Donc, John Money, c'est aussi la personne qui a inventé quelque part le concept de genre tel qu'on le connaît aujourd'hui, au sens de c'est pas le sexe biologique, c'est le genre social. C'est qu'en fait, son idée, c'était que, en fait, si on éduque, si la famille, l'environnement traite un enfant comme une fille, cet enfant va grandir en ayant la conviction d'être une fille, et puis différemment pour les garçons. Donc, c'est d'abord la manière dont on va en fait parler, traiter l'enfant qui va faire qu'il va se développer une identité de genre et que c'est pas forcément ces chromosomes qui décident en fait si on va se sentir fille ou garçon, femme ou homme. C'était pas du tout un concept d'abord féministe d'émancipation pour dire que on n'est pas défini par notre sexe, mais c'était pour dire qu'en fait plus il faut décider tôt pour les enfants intersexes et intervenir pour qu'en fait si on décide que c'est une fille, même si elle a des chromosomes qu'on va désigner comme masculins, elle va se sentir fille. Parce qu'en fait, c'est quoi derrière, c'est tout un système normatif vouloir, d'avoir une sorte de panique morale vis-à-vis du doute, de l'ambiguïté, du fait qu'il puisse y avoir des personnes qui n'ont pas des corps typiques normatifs et qui puissent avoir des gens aussi qui ont des pratiques sexuelles jugées atypiques ou des identités de genre qui varient du genre qui leur a été assigné à la naissance. Donc aussi le contexte des années 40, 50 aux États-Unis, assez, on va dire, de retour conservateur des normes de genre et des normes familiales et sexuelles. Donc ça s'inscrit aussi dans ce contexte-là. Et donc ils vont décider que pardon, je suis peut-être longue sur cette liste et avancer plus vite. Ce dispositif, donc à la fois appuyé sur des arguments donc, psychologiques et avec cette autorisation de la psychologie pour dire c'est pour le bien de l'enfant, c'est pour le bien des parents, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doute que dès le plus jeune âge, personne n'ait une sorte de doute sur quel est le sexe, le genre de cet enfant. Parce que vraiment, pour eux, le gros risque, c'est qu'il y ait de doutes. Qu'est-ce qu'on fait avec de doutes? C'est impossible de penser à déjà que les personnes puissent
s'interroger sur leur sexe, sur leur genre, et qu'aussi les parents, en fait, puissent élever un enfant qui n'a pas forcément un corps qui correspond aux normes. Donc, dissiper ce doute, et c'était voilà, un des buts. Et puis, en fait, dans l'objectif, c'est important de rappeler, on parle d'enfants. En fait, derrière, donc dans ce dispositif normatif, le but ultime, et c'est dit comme tel, en fait, c'est donc que les filles se comportent comme des filles, que les garçons se comportent comme des garçons. C'est un peu tautologique, mais en fait, en devenant adultes, ils aient aussi des comportements de genre attendus, donc des femmes, des hommes, et des comportements sexuels aussi attendus, donc être attirés par des personnes de sexe différent, si on est une femme, avoir un désir d'enfant, même si voilà, des normes en fait de genre derrière qui sont très fortes, et qui puissent aussi ces personnes avoir la possibilité pour ces médecins-là, un des buts fonctionnel ou médical en fait de ces opérations, c'est que les personnes puissent in fine avoir des rapports sexuels hétéronormatifs, c'est-à-dire des pénétrations pénovaginales. Donc c'est dit voilà, crûment comme tel. Donc c'est pour cela qu'ils pensent qu'ils le font pour le bien des personnes et de leurs parents, en disant on va le faire le plus tôt possible, intervenir. Ce sera entre guillemets fait une fois pour toutes, et après la personne n'aura pas forcément de souvenirs, et elles ne sauront pas ce qui leur a été fait. Et il faut leur mentir aussi. Donc dans ce dispositif, dans ce paradigme, il y a l'idée de secret, du mensonge, du tabou, et donc cet effacement. Donc il ne faut pas dire aux enfants en tant que médecin ou parents, déjà pas forcément informer les parents en leur donnant toutes les informations. Il y a beaucoup de parents qui disent on ne nous a pas dit que, par exemple, notre enfant avait des testicules internes et que l'opération, c'était une opération de stérilisation, etc. Mais on a dit qu'il y avait des tumeurs, ou on utilisait d'autres mots que les parents n'avaient pas forcément connaissance. Et évidemment, on ne pouvait pas non plus transmettre ces informations à la personne devenue grande. Donc tout ça constituait cette sorte d'idée. Il faut faire les choses de plus en plus tôt. Alors toutes les personnes intersexes n'ont pas forcément subi des interventions médicales dans leur petite enfance ou dans l'enfance. Comme disait Caroline, ça peut varier vraiment, des parcours sont très différents. En tout cas, c'est devenu une sorte de paradigme diffusé ensuite de manière internationale, et donc importé quelque part en France aussi, appliqué dans les hôpitaux français, est devenu de plus en plus systématique, avec aussi médicalisation de l'accouchement, tout se passe plus à l'hôpital, les enfants, les bébés sont suivis par des médecins, par des pédiatres, sont examinés, leurs organes génitaux sont examinés à partir des années 70-80, on sait aussi avec des diagnostics prénataux, donc même avec l'échographie, etc. De plus en plus de cette idée d'examen précoce, et de vouloir intervenir. Donc, comme on a mentionné rapidement, mais il y a dans les interventions, il faut bien imaginer qu'il s'agit de dire, par exemple, un clitoris qui est jugé comme trop gros, il faut le couper ou entièrement, ou réduire sa taille. Des vaginoplasties, c'est-à-dire création ou élargissement de vagin, des opérations dans des cas qu'on appelle de lipospad, c'est-à-dire que si on considère que un enfant assigné garçon ne peut pas uriner debout, on n'a pas de pénis suffisamment grand, en fait, on va faire une opération pour permettre simplement à ce que ces garçons puissent uriner debout, parce qu'on considère que c'est une nécessité médicale fonctionnelle. Donc ça, c'est... Il y a d'autres éléments là-dedans, mais voilà dans l'essentiel. Et évidemment, les interventions hormonales, qui ont été mentionnées, ça veut dire que par exemple, si les médecins enlevaient, par exemple, des gonades
par exemple des testicules à une personne assignée donc au sexe féminin qui a subi toutes ces mutilations enfant, ça veut dire que cette personne doit prendre des hormones et donc toute sa vie, enfin, elle va dépendre des hormones de synthèse, puisqu'en fait les gonades, c'est parmi d'autres glandes qui fabriquent des hormones dont on a besoin en fait de manière vitale pour vivre, alors qu'en fait la personne est née avec la capacité déjà de s'autoréguler, de produire des hormones sans avoir besoin de dépendre d'une médicalisation externe. Voilà, donc tout ça c'est diffusé comme j'ai dit, et ensuite ce qui se passe c'est que donc la plupart des gens ne sont pas forcément au courant que ça existe. Ça devient des pratiques de plus en plus répandues, jusqu'à ce que, en fait, les personnes, d'abord les premières personnes un peu qui subissent ces dispositifs, ce paradigme interventionniste, quand on arrive aux années 80, 90, qui ont déjà un certain âge et qu'il y en a quelques personnes qui commencent à témoigner d'avoir vécu donc, ces mutilations, ces interventions. Et sans rentrer dans tous les détails de comment ça se passe, d'abord en Amérique du Nord, les personnes se mettent en lien, s'écrivent. Il y a Internet qui commence aussi à se développer, donc des forums, des mails et des échanges d'abord, voilà, pas forcément avec des groupes constitués, mais qui, en fait, un des premiers pas, c'est déjà de réaliser qu'en fait, elles ne sont pas uniques. Parce que, comme disait Micha, en fait, à beaucoup de personnes intersexes, on leur faisait croire qu'elles étaient uniques au monde, quelque chose d'extrêmement rare, et que du coup, elles seraient les seules au monde et qu'il n'y aurait pas du coup, d'autres personnes avec qui elles pourraient partager leur vécu. Et donc, le premier pas, c'est déjà de se mettre en lien et de voir qu'on n'est pas seul, de se créer des groupes, de partager ses expériences, de voir qu'en fait, il y a un système derrière et que même si les personnes ont des parcours différents, il y a des choses en commun qu'elles ont vécues de cette invalidation et de ces violences médicales enfants, donc le secret, mensonge, les interventions non consenties, le fait de ne pas avoir eu toutes ces informations, les conséquences néfastes donc, de ces interventions qui peuvent être à la fois physiques, sur la sensibilité, les douleurs, des cicatrices et des conséquences psychologiques qui également en partie ont été mentionnées par Micha. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus Je crois que c'était déjà développé par Micha, mais en fait, les conséquences de ce paradigme interventionniste, c'est que, vous l'avez bien compris, de très nombreuses personnes intersexes ont des variations qui sont saines, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dangereuses pour la santé, et elles vont se retrouver à être prises en charge, à entrer à l'hôpital en bonne santé et en ressortir malades et à vie, donc dépendantes de traitements à vie. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir aussi physiques. Et très souvent, ce qui est vendu, ce qui est présenté aux parents en tout cas, c'est voilà, d'un coup de bistouri, on va régler un problème, puisque c'est décrit comme un problème, qui vous rendra la vie beaucoup plus facile. Et ce qui est aussi mis en avant, c'est comment sécuriser le lien parental, comme si un enfant qui naît avec ces particularités-là aurait du mal à créer de l'attachement avec ses parents. Et donc, on va proposer aux parents un geste chirurgical qui va régler tout le problème. Et plus c'est fait tôt, selon ce qu'il présente, mieux ce sera, puisque l'enfant ne s'en souviendra pas. Or, on le sait aujourd'hui avec du recul, il n'y a jamais ou vraiment très, très rarement une seule intervention, parce qu'en fait, un corps intersexe, il va se développer plus tard comme un corps intersexe et reprendre ses droits. Donc, ça veut dire qu'il faudra répéter toutes ces opérations et qu'il y aura des conséquences, comme le disait Miral, notamment sur la sensibilité. Et ça aura un impact énorme sur la vie sexuelle des gens, par exemple. Pour ce qui est de l'aspect psychologique, je reviens dessus parce que Micha le précisait, mais quand on est un enfant intersexe et en particulier lorsque ça se voit au niveau des organes génitaux, lorsqu'on est médicalisé, on va être vraiment observé. Donc, on peut être un enfant et se retrouver face à des adultes, de nombreux adultes. Il y a parfois des médecins qui vont appeler tous leurs internes et notre corps va être observé, commenté. On va se retrouver nu face à une assemblée
Et quand on a l'habitude de ça, ça fait qu'on va avoir vraiment un problème par rapport à la notion de consentement parce que ces expériences-là qui sont répétées, elles vont nous apparaître comme logiques, normales. Et donc, plus tard, ça posera des soucis. Et comme le disait Micha, il y aura une vulnérabilité particulière face aux abus sexuels. Et aussi j'ajoute aussi que les conséquences donc physiques, on a parlé, psychologiques, mais aussi sociales, sur le fait, par exemple, que en fait, être hospitalisé régulièrement quand on est enfant, par exemple, ça va affecter la vie scolaire, par exemple, des personnes, de devoir être absent de l'école pour ces interventions-là, et en plus ne pas pouvoir forcément en parler. Et aussi de créer des liens à la fois, donc ça affecte les liens familiaux, puisque c'est aussi quelque chose à laquelle les parents ont dû participer, parfois malgré eux, et du coup les liens familiaux aussi et les relations familiales peuvent être aussi parfois plus difficiles, et de faire aussi confiance, de créer des liens donc, par rapport à cette idée aussi de consentement. Donc, parfois, ce qui ressort, c'est des difficultés aussi dans les relations sociales, de créer des liens de confiance avec d'autres et d'intimité. Donc, je continue sur, en fait, tous ces aspects qui remontent par des personnes qui ont pris la parole et qui ont témoigné, qui ont construit, enfin, après, qui ont constitué des groupes et des mobilisations. Donc, le premier groupe aux États-Unis, c'est l'ISNA, ISNA. Et ensuite, ça s'est développé dans d'autres pays. Et les mobilisations, donc d'abord demander encore l'arrêt de ces mutilations, essayer de changer en fait ce paradigme médical en disant à quel point ça leur a fait du mal. Ils essaient de créer d'abord un peu de dialogue avec le corps médical, et il y a certains médecins qui veulent bien dialoguer, essayer de changer ou en tout cas d'écouter. Et ils arrivent en 2005, donc il y a une sorte de conférence médicale qui veut créer un nouveau protocole et qui peut intégrer certains aspects de ces pratiques. Parce qu'entre-temps, il y a eu aussi des scandales, notamment par rapport à ce psychologue John Money, il y a une personne qui a témoigné, qui ensuite s'est suicidée, qui a fait un grand article dans un magazine états-unien qui s'appelle David Reimer. Donc, il y a aussi un encadré dans le livre. En tout cas, les médecins se voient quelque part un peu obligés de répondre à ces critiques et à ces mobilisations, mais ne décident pas réellement d'interdire ces pratiques. En 2005, donc, il publie, à la suite de cette conférence de Chicago, un nouveau protocole où, en fait, il y a une forme de la pathologisation sous d'autres formes. Et donc, il crée cette catégorie de DSD, donc Disorder of Sex Development, ou traduit parfois par anomalie ou trouble du développement sexuel, en disant qu'on ne va pas parler d'intersexe ni d'hermaphrodite, mais qu'il s'agit de syndrome, d'anomalies, etc., qu'il s'agit en fait, qu'il faudrait traiter de manière très spécialisée dans des centres spécialisés, des centres de référence. Et que, donc là, on parle de chirurgiens, d'endocrinologues, de pédiatres notamment, de généticiens, de psychologues, voilà, de différentes spécialités médicales qui devraient prendre des décisions un peu au cas par cas pour le bien, ce qu'ils considèrent être le bien de la personne et la demande familiale. Donc, parfois même avec des associations des parents eux-mêmes qui soutiennent en fait ces pratiques médicales et qui veulent bien... donc pas tous les parents, mais certains parents qui sont aussi dans une demande de médicalisation. Donc, ils continuent à justifier ces pratiques. Ils disent qu'il faut arrêter de dire des mensonges et qu'il faut bien communiquer les informations comme il faut pour obtenir le consentement éclairé, mais le consentement éclairé des parents d'abord. Donc, c'est ce qui est visé et aucunement vraiment... le consentement éclairé de la personne directement concernée. Donc, tout ça pose quand même un ensemble de questions sociales, il me semble, et bioéthiques, qui ne sont pas uniquement liées à la question, à l'intersexuation, mais aussi plus largement, qu'est-ce qu'on autorise les médecins à faire et qu'est-ce que les parents ont aussi le droit ou pas de consentir
pour leur enfant en absence d'urgence vitale ou de nécessité avérée. Donc tout ça pour arriver un peu au présent, le fait que les mobilisations se renforcent depuis les années 2000, 2010, donc en France notamment depuis les années 2010, et la création du CIA, on en parlait un peu plus tout à l'heure. Et puis arrivent aussi ces mobilisations à dans certains lieux, changer un peu les pratiques. Il y a certains pays qui vont voter l'interdiction des interventions mutilantes. Il y a quelques médecins qui vont prendre la parole, mais globalement, on constate encore que, en France en particulier, mais aussi dans d'autres pays, il y a une forme de résistance à changer réellement le paradigme pathologisant qui va considérer que c'est d'abord que ce serait une sorte d'anomalie, que les médecins auraient l'autorité d'intervenir, que ce serait une forme de nécessité médicale. La loi bioéthique de 2021 prétend répondre à ces critiques, mais concrètement ne donne pas forcément des éléments suffisants pour en fait contrôler et réguler les décisions médicales, et continue en fait à chaque fois on dit en fait c'est les médecins qui vont décider. Donc, on donne un peu, la loi parfois donne des sortes d'indications, genre il ne faut pas normaliser les corps de façon arbitraire, mais au final, c'est les médecins qui en fait décident si oui ou non intervenir, comment et dans quel cadre. Et donc, on continue à reproduire en fait ce monopole et ce pouvoir médical, donc assez hégémonique en la matière, malgré de nombreuses condamnations, donc parler de l'ONU, le comité donc, contre la torture de l'ONU qui a condamné la France et d'autres pays, et d'autres comités pour le droit de l'enfant, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, des textes aussi en France, des rapports publiés notamment par le Sénat, par le défenseur des droits. Voilà, je nomme pas tous les textes, mais il y a quand même un certain nombre de recommandations pour dire que ces pratiques-là ne peuvent pas continuer de cette manière-là. Et ils continuent à avoir voilà, cette difficulté en fait, à faire changer les pratiques et aussi la représentation des médecins et de certains parents, mais aussi en grande partie par méconnaissance aussi du grand public et de la question. Donc voilà, c'est un des enjeux, c'est aussi justement la visibilisation, l'information, la pédagogie, le fait qu'il y ait des ressources maintenant alternatives qui existent, puisque quand on est enfant, quand on dit que notre enfant, déjà, on ne va pas dire votre enfant intersexe, mais en tout cas, si on dit un tel nombre de syndromes ou autres, ou DSD, on ne va pas forcément nous donner à l'hôpital en fait l'information sur le fait qu'il y ait l'association, il y a le collectif intersexe, des personnes concernées, ou donner le terme intersexe qui va permettre, maintenant avec Internet, quand même à taper voilà, sur les moteurs de recherche et à trouver un certain nombre d'informations alternatives. Donc, on peut comprendre aussi que beaucoup de parents en fait, qui découvrent en fait, l'intersexuation avec la naissance de leur enfant, et le découvrent par les médecins et avec les mots des médecins. Et donc, d'abord à travers une forme de pathologisation qui à la fois donne voilà, une sorte de description et une solution, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, votre enfant a tel syndrome, voilà ce qu'il faut faire. Nous, on vous propose de faire ça pour régler, réparer. Voilà, il n'y a pas de souci, on s'en occupe, on sait comment faire, etc., rassurer, etc. Donc, évidemment, si on a uniquement le prisme médical et pathologisant qui considère ça comme des anomalies à réparer, c'est difficile aussi pour beaucoup de gens de remettre ce paradigme en question, de l'interroger. Donc voilà pourquoi aussi on en parle aujourd'hui et pourquoi c'est important de visibiliser, d'en discuter plus largement. Voilà, je pense il y aura sans doute d'autres choses à dire, mais ce serait intéressant aussi d'avoir des retours. Enfin, déjà, si tu veux compléter là-dessus, ou si on ouvre. Je voulais rebondir. Oui.
Oui, juste sur la dernière loi de bioéthique en France, c'est vrai que tu disais non seulement ça ne va pas assez loin, mais le problème, c'est qu'elle va systématiser la prise en charge des enfants intersexes dans les centres de référence qui sont les centres qui pratiquent ces opérations mutilantes. Donc voilà où on en est en France. Oui, je vais dire un mot sur le collectif Intersexe Activiste dont je fais partie et qui milite pour protéger les enfants intersexes notamment. Donc, le collectif est né en 2016. Pour les personnes qui sont là en présentiel, derrière, à côté de la porte d'entrée, il y a de la documentation du collectif, des brochures que vous pouvez prendre, les emmener. Il y a également des badges, des stickers qui sont à prix libre pour le collectif. Donc, en sortant, n'hésitez pas à vous servir. Donc, le collectif Intersexe Activiste, c'est le seul collectif en France par et pour les personnes intersexes. Il est aussi ouvert aux alliés, tout simplement parce que on a besoin d'alliés. On est un tout petit nombre de militants intersexes et il y a tellement de missions à remplir qu'on a besoin d'aide. D'ailleurs, au départ, ce collectif s'appelait le collectif Intersexe et Alliés, mais plus récemment, on a eu envie de remettre les personnes intersexes au centre. Alors, c'est un collectif qui se définit comme LGBTQIA+, qui est aussi féministe inclusif, qui est auto-organisé et qui agit à l'échelle du territoire français. Pour resituer, il y a l'Organisation internationale intersexe. Dans cette organisation, il y a une branche qui s'appelle l'OI Europe et donc le CIA est rattaché à l'OI Europe. Je peux vous décrire, faire la liste des principales revendications du collectif. On pourrait développer après en fonction des questions. Alors, la première revendication, la plus importante, c'est la fin des mutilations, des stérilisations, des traitements hormonaux qui ne sont pas consentis par les personnes intersexes. Ensuite vient la pleine information des personnes intersexes, et là, il y a encore beaucoup de travail, mais aussi pour les mineurs de leur entourage, de la famille notamment. La formation de tout le personnel, que ce soit le personnel médical, social, juridique, en milieu scolaire aussi, ça c'est assez important. Et puis, l'une de nos revendications est également la suppression de la mention de sexe ou de genre à l'état civil. Et en attendant cette suppression, on souhaiterait que soit possible le changement de prénom ou de genre et que ça puisse se faire sur simple déclaration en mairie, librement et gratuitement. Et c'est une question qui nous est très souvent posée. Est-ce que une troisième mention de genre paraîtrait une bonne idée pour les personnes intersexes? Au collectif, on pense que non. On pense que la suppression de la mention de genre serait la solution. Il y a notamment un pays en Europe qui l'a fait, c'est l'Allemagne. Et en fait, on s'est aperçu que ça a accéléré les mutilations, les opérations, qu'on intervenait encore plus tôt, parce que lorsqu'il y avait des variations des caractères sexuels chez un enfant, les parents, pour pouvoir cocher une case M ou F et ne pas rentrer dans cette troisième case qui serait stigmatisante, accéléraient tout le processus. Donc, on pense au collectif que ce ne serait pas forcément une bonne idée. Voilà. On peut parler de nos actions. Alors, on est en lien, nous, avec les luttes trans, féministes, LGBT, celles des malades, des personnes en situation de handicap. Et on s'inscrit aussi dans une solidarité internationale en gardant des liens forts avec les autres organisations dans le monde entier. Nos principales actions, c'est tout d'abord la sensibilisation du grand public, mais pas que. Et puis, on essaie aussi de créer du lien au niveau communautaire, de faire en sorte que déjà les personnes intersexes se trouvent entre elles et qu'elles puissent avoir des lieux de discussion et des moments d'échange. Donc, il existe un Discord communautaire et puis il y a également des rencontres en ligne qui sont réservées, donc en non-mixité, réservées aux personnes intersexes où elles peuvent se retrouver et échanger de leurs difficultés. Il y a également comme action l'accompagnement des personnes intersexes dans différentes démarches du quotidien et notamment
pour les aider à accéder à leur dossier médical, parce qu'on ne l'a pas développé ça, mais c'est parfois très, très compliqué pour une personne intersexe d'avoir accès à son dossier médical pour savoir ce qui s'est passé depuis son plus jeune âge. C'est une obligation légale, hein, mais pour autant et malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Ça prend du temps, ça coûte aussi de l'argent et puis souvent, il y a des arguments qui sont avancés un peu douteux. Certains dossiers auraient disparu dans des incendies, dans des inondations. Donc voilà, il faut soutenir les personnes. Et lorsqu'elles ont accès à leurs dossiers médicaux, on conseille très fortement à ce que ce dossier ne soit pas ouvert et lu seul. Parce qu'on peut découvrir des choses vraiment très, très, très traumatisantes. On peut découvrir aussi des tabous familiaux, des choses que peut-être les parents savaient et dont ils n'auraient pas informé la personne concernée, des choses aussi qui ont été totalement cachées aux parents. Donc voilà, ce moment est un moment très, très sensible dans la vie des personnes intersexes. C'est pour ça que le collectif propose des accompagnements là-dessus aussi. Il y a toute une partie plaidoyer auprès des institutions pour essayer de faire changer les choses, les mentalités et surtout faire changer les lois. Et puis, on mène également des actions militantes en étant présent sur différents événements. Alors, les 2 événements principaux pour la cause intersexe, ça va être le 26 octobre, la Journée internationale de visibilité intersexe, et le 8 novembre, la Journée internationale de mémoire et de solidarité intersexe. Et entre ces 2 dates, c'est la quinzaine de visibilité intersexe. Donc, il y a des événements qui sont organisés par le collectif avec des partenaires un peu partout sur le territoire. Il y a également les rencontres internationales intersexes et l'année dernière, elles ont eu lieu en France en 2023. Donc, c'était organisé par le CIA. Et puis, on prend part aux événements qui s'inscrivent dans des luttes plus générales, notamment les marches des fiertés, sur lesquelles on a des stands, des cortèges, l'Existence Inter aussi, la marche des personnes trans et intersexes. Et à ce propos, là, tout le monde a un rôle à jouer et on fait appel à nos alliés aussi, parce que comme on est très peu nombreux, on a vraiment besoin de personnes pour venir gonfler nos cortèges, pour nous aider à porter nos pancartes, pour crier nos slogans, pour nous accompagner au quotidien. Et puis, je dirais aussi que la lutte se fait tous les jours par le fait d'en parler. Parce que si nos alliés se mettent à en parler et si nos alliés se documentent, ça va permettre de lutter contre cette invisibilisation et donc de lutter contre les violences faites aux personnes intersexes. Plus il y aura de personnes informées, plus on aura accès à une forme d'indignation de l'opinion publique et donc peut-être qu'on aura plus de chances de faire bouger, de faire avancer les choses. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez compris le message. Rejoignez le CIA. Je vous remercie vraiment beaucoup, Michal et Caroline, pour vos interventions. Avant de donner la parole à la salle et puis aussi en visio, je voudrais vraiment rappeler que voilà, c'est un ouvrage vraiment voilà, essentiel, important. C'est le premier. Il est aussi tout à fait accessible. Voilà, je pense que ça a été pensé aussi pour ça, tout en étant extrêmement documenté, voilà, fiable, avec des informations tout à fait précises. Et peut-être davantage à l'intention des étudiants et étudiantes du master études sur le genre, qui se posent souvent des questions sur leur méthodologie, leur positionnement. Je pense que c'est un très bel exemple de recherche, aussi de restitution de la recherche qu'on fait non pas sur ou uniquement sur, mais aussi avec les personnes concernées et l'inscription des témoignages est une des manières de faire. Je sais qu'il y a beaucoup de réflexions, notamment dans ce master, sur la valorisation des travaux et notamment sur cet aspect-là. Il y a une vente possible, hein, un achat possible de cet ouvrage si vous le souhaitez, qui constitue voilà, vraiment un moment d'édition important. Et en tout cas, merci pour vos engagements multiples. Alors, est-ce que... Je voudrais juste préciser parce que en termes de ressources documentaires, évidemment, on met en avant cet ouvrage qui est très, très complet, mais il y a aussi d'autres documents que vous pouvez trouver en ligne, notamment sur le site du CIA OI France. Là, il y a vraiment des ressources très diverses. Il y a des brochures, il y a des vidéos, il y a nos campagnes.
Il y a des communiqués de presse, on trouve aussi des outils à destination des parents qui se poseraient des questions, des soignants, des personnes concernées. Il y a des bandes dessinées, il y a notamment 2 bandes dessinées, C'est quoi intersexe et I comme intersexe, qui sont téléchargeables gratuitement et que je vous invite ensuite à diffuser largement. Et puis, il y a des liens vers les chaînes de militants intersexes sur les réseaux sociaux, notamment Micha, dont on regardait une vidéo tout à l'heure. Je pense à Audrix Y aussi. Voilà, donc vous allez sur le site du CIA et vous avez toute une partie ressources documentaires. Merci pour cette précision. Peut-être qu'on va commencer le temps que tu rassembles les questions en ligne par d'éventuelles questions dans la salle. Il faudrait qu'on gère les micros. Non, on n'a pas réussi à les connecter. Ah, d'accord. Donc, il faudra parler assez fort dans la salle pour vos questions, de façon à ce qu'elles soient audibles. Est-ce qu'il y a des premières questions qui émergent pour des précisions, des réactions? Alors, je n'ai pas vu, pardon. Je suis me demandais, j'avais 2 questions. Je me demandais déjà s'il y avait déjà des médecins qui avaient été condamnés pour avoir fait cette opération. Je me demandais aussi si, comment concrètement, pour les opérations, comment peut se faire Comment globalement, c'est un mot super. Je pense que c'est un terme qui est pas commun. Je me demandais comment concrètement amener ce sujet en médecine. Alors, pour ce qui est des condamnations en France, moi, je n'en ai pas connaissance. Peut-être que toi, tu as d'autres informations. En revanche, il y a eu un procès très récent. On a eu les résultats en 2023. Ça se passe en Belgique. Je pense à Coralie notamment. Donc, une personne intersexe qui a porté plainte parce qu'elle a subi tellement d'opérations avec un consentement, je dirais, non éclairé, qu'elle a eu des séquelles très, très graves. Elle s'est retrouvée en fauteuil roulant alors qu'elle est entrée en parfaite santé à l'hôpital. Et donc, là, il y a eu un procès et elle a eu gain de cause. Donc, il y a eu une condamnation de l'hôpital et du chirurgien. Voilà. Et je crois qu'ils n'ont pas fait appel, il me semble. Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Alors, ça a dû... J'ai changé avec elle, mais bon. Ou peut-être que ça a été confirmé aussi en appel. En En appel. tout cas, j'ai l'impression que oui, elle a eu plutôt gain de cause. C'était reconnu comme une erreur médicale. Je sais, voilà, c'était pas, je sais pas quelles ont été les peines prononcées par le tribunal. Dans tous les cas, c'était un cas assez unique. Et c'était en Belgique. Il y a une plainte en France, mais qui est depuis déjà plusieurs années en cours d'instruction, qui n'a toujours pas... Je ne connais pas exactement les détails de la procédure juridique, mais qui n'a toujours pas abouti ni à un procès. Donc, oui, on peut attendre ou s'attendre à ce que ça arrive un jour. Ça va être aussi de la responsabilité des juges, des tribunaux, des responsabilités politiques. Et puis voilà, voir si c'est aussi un parcours difficile pour les personnes concernées que de porter plainte, j'imagine. Donc, oui, ce qui est difficile, il y a assez peu de personnes intersexes qui portent plainte parce que déjà, c'est quelque chose de très lourd psychiquement. Et puis, ça veut dire aussi, après tous ces événements traumatiques, revivre des examens répétés, très invasifs, se retrouver face à des gens qui vont commenter tout ce qu'ils voient. Et quand on a subi de multiples traumas, parfois, on n'a pas envie de poursuivre. On a envie que ça s'arrête tout simplement. Après, pour ce qui concerne la formation, nous, au CIA, on est en train de mettre ça en place. Il y a notamment une formation à destination des soignants qui est en cours d'élaboration. Ce sera une formation en ligne. Et il y a
quelques médecins, notamment un médecin français qui clairement a apporté son soutien aux luttes intersexes et qui s'est positionné en défaveur des mutilations des personnes intersexes, qui s'appelle Martin Winkler. Alors, il n'est plus en France aujourd'hui, voilà. Il a écrit un livre qui s'appelle Le cœur des femmes, où il parle des violences médicales et notamment il est question d'une personne intersexe. Mais j'ajouterais peut-être que oui, je pense que même dans la formation initiale en médecine, alors je ne connais pas en détail, mais j'imagine qu'il y a certains modules, certains moments peut-être très brefs quand on apprend ce que c'est la différenciation sexuelle, biologique, etc., ou les différentes questions de variation génétique, chromosomique en génétique et ce genre de choses, de voir, de regarder dans les manuels et dans les formations comment c'est abordé. Et que ce ne soit pas avec des termes pathologisants, qu'on ne parle pas d'anomalie, de malformation, de tout ce registre, en fait, déjà, et que simplement ça soit présenté comme des variations du vivant lorsqu'on parle de ce genre de sujet en biologie. Je ne sais pas dans quel autre, voilà, précisément, mais dans la formation initiale, je pense que ce serait extrêmement important. Et dans la pratique, j'imagine que voilà, c'est aussi une question de transmission des équipes, des anciens vers les nouveaux, etc. Et que les changements de mentalité, la façon de transmettre, aussi le respect simplement des patients, des patientes, de leurs besoins, de leurs paroles, de leur consentement. Donc, de façon plus large que simplement sur l'intersexuation, je pense que c'est une question de la formation médicale à peut-être à interroger de façon assez large. Allez-y. Un peu plus fort, c'est... Et l'ennemi principal, c'est une psychologie pédiatrique, c'est aussi des nécessités vitales comme uriner, déféquer. Et ces symptômes pour les enfants pour réduire à ça, ce serait une bref. Dans le cas de la grosse retombée même économique et même d'intérêt à la assez large, et qui en fait un microchirurgien, un chirurgien en règle générale, un chirurgien, la forme de corps déclassé, et son corps déclassé, un tas d'autres handicaps, dès l'enfance, et ça poserait la question derrière, comment on fait une question très complexe. Des débats, et ça aussi a énormément été en dialogue avec les chirurgiens, une reconnaissance et aussi de l'organisation. Et ensuite, aussi. Et c'est tout simplement dans la façon dont c'est présenté aux parents aussi, ils ont très souvent des difficultés à faire la part des choses entre ce qui relève de la nécessité vitale pour la santé de leur enfant et de ce qui va être de l'ordre esthétique et normatif. Et ça leur est pas toujours présenté aussi. Je pense que quand on fait l'annonce à un parent de ces variations des caractères sexuels de leur enfant, j'imagine qu'ils doivent être dans un état d'esprit assez paniqué et que donc il faut réagir très vite et c'est parfois compliqué. C'est pour ça aussi que ce qui serait souhaitable, c'est qu'ils puissent se tourner vers les bonnes personnes et avoir les bonnes informations le plus tôt possible. Malheureusement, notre documentation, même si on la dépose, la brochure parent, même quand elle est déposée dans les maternités ou autres, elle n'y reste pas très longtemps. Elle est assez rapidement retirée. Il y a juste... Non, j'allais ajouter que oui, en effet, c'est pas si c'est présenté parfois comme une sorte d'urgence, parce qu'aussi beaucoup de parents veulent savoir est-ce que j'ai une fille ou un garçon. Déjà, il y a ces questions un peu d'assignation du sexe, à la fois juridique et sociale. Mais en fait, ça n'a rien à voir quelque part avec en fait le fait de penser qu'il y aurait une sorte d'urgence à intervenir.
chirurgicalement. Et parce que voilà, c'est simplement, la plupart du temps, c'est pas une question d'urgence pour que la personne, voilà, l'enfant est en bonne santé. Donc, prendre le temps de parler, de se renseigner, et puis laisser le temps à la personne, à l'enfant de grandir et de pouvoir s'exprimer. Alors, je réponds à cette remarque sur les chirurgiens qui est très, voilà, très importante aussi. J'en ai interviewé quelques-uns dans ma thèse. C'est que d'un côté, on peut dire, oui, ils ont intérêt, donc c'est leur gagne-pain un peu de voilà, faire des chirurgies, donc ils vont défendre les chirurgies. Il y a eu un chirurgien en Suisse, donc à Lausanne, à l'université de Lausanne, qui a, depuis quelques années, le professeur Blaise Mera, qui était chef de chirurgie, qui s'est prononcé publiquement contre les opérations que lui-même, en fait, avait effectuées, qu'il a fait une sorte de mea culpa. Donc, c'est rare, mais c'est arrivé. Donc, c'est un peu leur intérêt, quelque part professionnel, de spécialistes, mais en vrai, enfin, ils sont pas non plus, voilà, c'est pas leur seule pratique de chirurgien. C'est pas ce qu'ils font tous les jours, toute la journée. Donc, voilà, c'est aussi une vision normative qu'ils ont. Et donc, voilà, moi aussi, dans mes entretiens, ça ressort très fort que quelque part, au-delà de tout argument médical, scientifique, il y a comme quelque chose de il faut qu'on fasse quelque chose parce que les parents, la société ne pourrait pas supporter, cet enfant sera stigmatisé, sera tellement malheureux, la famille sera malheureuse. Donc, il y a cette idée de genre, on est là pour empêcher que les gens soient malheureux. En fait, même que ça soit, je sais pas, sincère ou pas sincère, peu importe, mais c'est qu'il y a cette prisme tellement normatif de penser que c'est absolument pas possible de vivre en bonne santé et heureux avec le corps avec lequel on est né s'il ne correspond pas aux normes. Et cette idée que la société ne pourra pas accepter. Et donc, il faut rectifier un enfant pour qu'il soit intégré correctement à la société, plutôt que de considérer que ce sera à la société d'accueillir la diversité des corps. Ouais. Donc, vu que la société n'accepte pas, nous, on doit faire en sorte que la personne soit acceptée, mais que du coup, c'est un cercle vicieux aussi. Et puis, juste pour rebondir sur ce que tu disais, souvent, en plus, le point de vue, il est très cis-hétéro-normatif de la part des médecins. C'est-à-dire que quand un bébé est assigné fille à la naissance, il faut techniquement que cet enfant puisse être pénétrable par un pénis de tant de centimètres, qui est la taille moyenne. Enfin, on reste sur des considérations quand même qui sont celles-ci, quoi. Alors que fabriquer un vagin à une petite fille de 4 ans, bon, ça peut être tout à fait discutable. Et ça implique, c'était dit, mais très rapidement, à faire par exemple ce qu'on appelle des dilatations vaginales. C'est-à-dire que c'est mettre une sorte on appelle ça des bougies en fait, mais c'est que l'opération, c'est pas on crée un vagin et puis déjà, c'est pas justifiable en soi pour un enfant. Mais même, ça demande du coup des formes parfois, c'est qualifié de viol. En fait, ce sont des pénétrations par des objets qui peuvent être faits soit par du personnel médical et parfois par des parents, de membres de la famille. Donc, on peut imaginer à quel point voilà, ces pratiques invasives qui sont imposées à la suite des chirurgies. Donc, ce n'est pas seulement le moment de la chirurgie lui-même, mais aussi tout ce qui suit après. Ouais. Alors, vous imaginez les rapports entre parents et enfants lorsque des parents ont pratiqué sans le consentement de l'enfant ces pénétrations avec des bougies dans le vagin de leur petite fille. Ça, ce n'est qu'un exemple. Hein. Ça peut paraître très choquant, mais c'est ce qui est pratiqué en France. Est-ce qu'il y a des questions? On a une dizaine de minutes. Alors, ce n'est pas une question, c'est Astrid Jatosti qui voulait partager comme ressource la bande dessinée Polly, qui visiblement parle bien de la contrainte sur les parents par le corps médical. Donc, c'est une BD qui a été faite par Isabelle Pralong et Fabrice Melchior. Je ne l'ai pas lu. Alors, je l'ai lu, je ne l'ai pas là, mais oui, c'est très poétique. Les illustrations sont très belles. C'est roman graphique et c'est une personne intersexe qui témoigne de son vécu. Donc, oui.
Et sur les, bon, il y a Ressources. quelques ressources aussi, plus culturelles, documentaires, films dans la fin du livre, et je pense sur le site du CIA aussi. Je recommanderais spécialement le documentaire Ni d'Ève ni d'Adam, qui est vraiment, voilà, que je trouve vraiment exceptionnel à ce sujet. Il y a eu d'autres films, Cher tendre, voilà, si tu veux le conseiller. Oui, il y a une série qui est disponible sur Arte TV qui met en scène, sur France TV, oui, pardon, qui met en scène une personne intersexe qui s'appelle donc Cher tendre en quelques épisodes. C'est, je pense, la première série de fiction avec un personnage principal qui est un personnage intersexe. Et la personne est une personne intersexe. Oui. Ça a été coécrit, voilà, le collectif intersexe a été consulté pour l'écriture du scénario. Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez-y. Au XXe siècle, est-ce qu'il y avait même des mutilations avant? Est-ce que c'était que sur un secteur occidental ou est-ce que c'était vraiment réparti le moment? Alors, je dirais, mais par précaution, que c'est vraiment qu'en Occident, en tout cas dans des pays où il y a eu de la médicalisation, il me semble, et voilà, je ne suis pas spécialiste de tout ce qui s'est passé dans différents pays, en tout cas en Occident. Alors, les mutilations, alors ce n'est pas que les personnes intersexes qui ont subi des mutilations sexuelles, on va dire, mais à partir du 19e siècle, notamment fin 19e, il y a eu un certain nombre de personnes aussi, par exemple, considérées comme hystériques, nymphomanes, notamment donc des femmes, des travailleuses du sexe, prostituées, à qui, voilà, on a par exemple internées en psychiatrie ou considérées qu'elles devaient être traitées, en fait guéries d'une sorte de maladie. Et qu'un des traitements, c'était par exemple l'ablation de leur clitoris pour couper, voilà. Donc ça fait aussi partie je pense qu'il faut l'inscrire aussi dans cette histoire de répression aussi des corps, des désirs, notamment des femmes. Et ensuite, au début, c'était encore, voilà, c'était pas quelque chose de généralisé. Ça pouvait aussi concerner des personnes intersexes, autrefois, donc, qui à l'époque étaient appelées hermaphrodites. Mais en fait, comme on disait, c'était très. En fait, les médecins n'avaient pas forcément accès aux personnes qui ne pouvaient pas voir ou examiner les organes génitaux des gens. Enfin, il faut s'imaginer qu'avant le XXe siècle, c'était quand même rare qu'il y ait un professionnel qui voit nos organes génitaux, en fait. Ce n'était pas quelque chose qui était accepté. Comment? Dès la naissance. Oui, dès la naissance, mais même à l'âge adulte, c'était souvent donc des hommes, toujours des hommes. Et par exemple, observer, regarder les organes des femmes, c'était considéré comme quelque chose qui pouvait être choquant moralement et pas forcément accepté. Donc, voilà. Après, au début du XXe siècle, il y a eu déjà quelques opérations, des chirurgiens qui ont déjà commencé à faire des interventions, voilà, des chirurgiens pédiatriques et de plus en plus tôt qui se spécialisaient sur notamment l'urologie et qui c'était des formes de spécialisation médicale aussi. Mais ça restait très très rare et pas systématisé, pas aussi généralisé qu'à partir des années 50-60. Compléter sur la période avant le 19e siècle, effectivement, dans les traités chirurgicaux et médicaux, c'est très rare de trouver une mention de mutilation quand on mobilise cette catégorie d'hermaphrodisme dont il a été question. Moi, la seule fois pour le 18e siècle que je l'ai trouvé, c'est dans un traité de chirurgie de Pierre Dionys, qui est un best-seller qui a été réédité jusque dans les années 1780, et où il va extrêmement rapidement régler la question en quelque sorte en disant pour ce genre de choses on pratique, ou j'ai eu l'habitude de pratiquer des opérations de chirurgie, mais sans donner véritablement une idée précise de l'opération, sur quel corps exactement, enfin, voilà, elle est opérée. C'est vraiment une phrase, hein, quelques mots dans des corpus médicaux qui sont très larges et qui vont beaucoup discuter cette question
de l'hermaphrodisme. Donc, ça veut dire que je pense que ces pratiques pouvaient avoir lieu, mais étaient vraiment à la discrétion déjà des médecins, mais n'étaient pas du tout effectivement répandues, organisées dans un protocole comme on va le retrouver par la suite. Et à vrai dire, cette question-là, elle était davantage réglée par le champ religieux, notamment en cas de mariage, où à un moment il y a un doute sur voilà, les organes génitaux, notamment de telle ou telle personne, où c'est l'autorité religieuse qui a prononcé le mariage qui va finalement être sollicitée pour décider de l'identité de genre de la personne, et qui va permettre donc à des personnes de vivre aussi parfois selon l'identité de genre qu'elles ont choisie. Donc on est dans un contexte tout à fait différent, mais dans ce processus-là, qui est parfois aussi un processus judiciaire, les médecins vont être sollicités. Donc voilà, une autre époque qui est vraiment différente de celle du 19 et du 20e siècle. Oui, et du coup, en fait, la médecine vient quelque part prendre sa légitimité dans ce champ de régulation sociale entre le droit, la religion et la médecine, et que chaque champ un peu se dit non, moi je suis plus légitime pour dire ma vérité de ce qu'il faut faire, et la médecine n'était pas complètement dominante en la matière, et notamment les questions juridiques et religieuses et les spécialistes experts entre guillemets étaient plus considérés que les médecins. Il faut aussi imaginer que les chirurgies, c'est plus pour les périodes précédentes, mais il n'y avait pas d'antiseptique, donc pas d'anesthésie, ou des formes très primaires de ce genre de technique. Donc ouvrir des corps, faire des coupures, etc., et empêcher des infections. C'est un peu un rappel sociotechnique, mais donc c'est vraiment le XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, où cette médicalisation devient. Puis je dis aussi qu'aujourd'hui, au-delà des chirurgies et des hormones dont on a parlé, il y a la question aussi du prénatal qui est aussi parfois oubliée, parce que justement, ce n'est pas forcément une intervention, mais qu'en fait, comme on est dans un régime aussi de surmédicalisation, on va dire, ou de médicalisation de la grossesse, et de diagnostic de variations diverses et variées, par l'âge des examens et tests génétiques et par l'échographie. Il y a des variations intersexes qui sont repérées, observées pendant la grossesse, et parfois il y a aussi des interventions, des interruptions, on appelle ça des interruptions médicales de grossesse, des IMG. Parfois, à la fin de la grossesse, en France, c'est autorisé jusqu'à la fin de la grossesse s'il y a l'avis d'un comité médical qui l'autorise, et évidemment la personne enceinte qui accepte. Donc voilà, il y a des variations qui aussi même sont effacées quelque part avant même d'être né, de subir des interventions chirurgicales. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel qu'il faut garder en mémoire aussi. Donc sur des fœtus viables et en bonne santé, les interruptions médicales de grossesse en cas d'intersexuation détectée in utero. Et dans certains cas, donc c'est une variation qui s'appelle hyperplasie congénitale des surrénales. En fait, on propose à des femmes enceintes de prendre des hormones pendant la grossesse pour empêcher qu'en fait leur fœtus, donc ça se virilise. Donc ici, on prend certaines hormones qui vont empêcher ce que, par exemple, ce fœtus, donc assigné ensuite au sexe féminin, développe clitoris trop gros, des organes génitaux externes. Donc ça implique même pour la mère de en fait se médiquer en hormones, ce qui a aussi des conséquences pour elle. Et ensuite, évidemment, sur cet effacement. Donc, on considère que c'est suffisamment important pour que la femme enceinte prenne des hormones pendant toute sa grossesse pour agir sur pour normaliser en fait le corps de son enfant. Il nous reste une quinzaine de minutes
faire des échanges peut-être plus informels autour de la table. David, tu avais quand même une question, peut-être très rapide avec une réponse rapide, ou alors on fait un échange. Oui. C'est pour permettre des échanges peut-être. C'est sa spécialité. Peut-être je voulais juste préciser, parce que là on a parlé de la France et de l'approche occidentale, et je parlais des revendications du collectif intersexe activiste en France, sachant que ces revendications on ne les retrouve pas partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a des personnes intersexes qui ont des urgences qui sont autres, je dirais même des urgences vitales dans certains pays. Leur première urgence c'est déjà de rester en vie, je dirais. Donc ça, il faut le garder en tête. Et parmi nos revendications, il y a justement le droit d'asile pour toutes les personnes intersexes qui subiraient des violences et qui seraient en danger de mort. Merci pour cette précision. Donc, vraiment un grand merci à vous deux. Donc, on va avoir un petit temps d'échange un peu plus informel pendant un quart d'heure. Je rappelle, 17h45, nous les expulsons littéralement. On ne va pas faire de vieux jeux de mots avec le droit d'asile. Nous respectons. De cette salle. Un grand merci donc aussi à Anne-Laure Guillaume, Nathalie Ménard, David Niger et Cédric Pacro pour leur participation à l'organisation du mois du genre. Et à bientôt. Ça continue, allez dans le programme. Voilà. Et longue vie au CIA.